Hiram n'est pas sérieux, c'est le chouchou des nanas et le candidat des réseaux sociaux. Est-ce que les nanas ne seraient pas des Camerounais comme les autres? Alors, À ceux qui disent d'ailleurs que je suis un produit du régime, j'aimerais savoir comment je serais un produit d'un régime qui met mon père en prison pendant 5 années pour rien. une dizaine de candidats, une présidentielle décisive, des promesses par milliers et au milieu, un visage neuf qui intrigue. D'aucuns le prennent à la légère, d'autres le soupçonnent, mais ce qui est sûr, c'est que ce candidat fait des promesses. Aujourd'hui, Hiram Miyodi, 38 ans, nous ouvre les portes, candidat à la magistrature suprême, et nous l'emmenons loin des estrades, loin des slogans, juste face à lui-même. À vous de l'écouter, de douter ou de le croire. Chers téléspectateurs, bienvenue dans The Interview sur Season Media, votre émission qui vous plonge au cœur du parcours, des convictions et des idées de ceux et celles qui façonnent le paysage politique et économique du Cameroun. On se retrouve dans un instant. Hiram Miyodi, bienvenue. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci madame, merci de m'avoir invité. Alors nous allons vous prévenir d'avance, cet entretien est divisé en plusieurs parties. Et dans cette première, nous cherchons à davantage vous connaître et notamment à comprendre vos noms. Parce que Samuel, c'est assez courant, mais Hiram Miyodi, c'est plutôt originel. Que signifient ces noms et d'où viennent-ils? Il est tout autant. Samuel comme Hiram, mes deux prénoms sont de mémoire biblique. Je crois qu'on connaît un peu l'histoire de Samuel, le fils de la servante du Seigneur, Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Hiram, c'est un prénom, c'est le prénom du grand bâtisseur, un architecte ami du roi David, à qui il avait confié la construction du temple. Le temple dans lequel va reposer l'Arche de l'Alliance. C'est donc lui qui va construire le temple où Salomon installera l'Arche de l'Alliance. Quant à Iyodi? Iyodi, c'est mon nom de famille, je suis un Camerounais, je suis Bassa, c'est un nom de la Sanaga maritime. Que signifie-t-il? Celui qui ne se contente jamais de ce qu'il a. C'est l'une des significations, ça peut être vu comme l'ambitieux, ça peut être vu comme l'envieux, dépendamment du sens qu'on souhaite lui donner. Celui qui ne se contente jamais de ce qu'il Oui, a. ou c'est celui qui cherche toujours à avoir plus que ce qu'il a. D'accord, c'est noté. Alors, qui est Hiram Miyodi? D'où vient-il? Qui sont ses parents? Que font-ils dans la vie? Je suis un Camerounais, un ingénieur de formation. J'ai été formé à l'Université Laval au Canada. Je suis rentré au Cameroun en 2011 et depuis, j'ai eu un très long parcours associatif. Je suis fils de 2 parents camerounais. Mon père est de la Sanaga maritime. Ma mère est du département de l'Océan dans la région du Sud. Je suis un époux, je suis un dirigeant d'entreprise. Je dirige aujourd'hui une industrie agroalimentaire, mais avant cela, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans les métiers du conseil, le conseil principalement aux entreprises industrielles et aux organisations du secteur du pétrole. Voilà qui je suis. Depuis plus d'une dizaine d'années engagé dans la vie politique, j'ai été le coordonnateur du programme politique d'un des candidats majeurs à l'élection présidentielle de 2018. Après cela, nous avons créé un parti politique, le Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple MP3, dont j'ai été le secrétaire exécutif jusqu'à il y a quelques semaines, puisque j'ai dû en démissionner, pour rejoindre désormais les rangs du Front des démocrates camerounais, le FDC, dont je porte la candidature à l'élection présidentielle. D'accord, et où est-ce que vous avez grandi? Que font vos parents? Grandi à Douala, ancien élève du collège Alfred Sacker, puis du collège Liberman. Mon père est un ingénieur, comme moi, dans le secteur pétrolier, diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Ma mère est une condensante et femme au foyer qui a eu la charge d'élever la fratrie de 3 dont je suis l'aîné. C'est noté. Mais parlons de votre épouse. Oui. Où est-ce que vous l'avez rencontrée? Comment ça Alors, se mon fait? mon épouse, nos parents sont amis d'enfance, donc nous avons grandi ensemble. Nous nous sommes toujours connus, donc il n'y a pas un jour particulier où je l'aurais reconnu. Nous passons les Noëls ensemble depuis que nous avons 3 ou 4 ans, en fait. Depuis qu'elle a 3 ou 4 ans, puisque j'ai 5 années d'avance sur elle, et donc on s'est toujours connus. Ça fait 15 ans que nous sommes ensemble, 3 années que nous sommes mariés, c'est une vieille histoire d'amour. Et vous avez des enfants? Pas encore, j'espère que le ciel nous bénira dans les prochaines semaines. D'accord. Et comment se fait-elle à l'idée d'être potentiellement la future première dame? Je ne sais pas, c'est peut-être à elle qu'il faudrait poser la question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a toujours soutenu dans mon engagement. Ça n'a pas été une surprise pour elle que je décide de passer le cap de l'engagement politique. En 2011, quand j'écrivais mon ouvrage « Mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années », notre histoire, je vais dire, dans mon essai. Donc je pense que c'est mon premier conseiller, je le dis toujours. Elle est effectivement dans l'ombre pour des raisons personnelles, mais voilà, c'est quelqu'un qui me soutient, qui corrige mes textes,
qui a participé à la rédaction du projet de société du MP3, qui m'accompagne, malheureusement elle n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'accompagne dans tous mes passages médias chaque fois qu'elle en a l'occasion. Donc c'est l'un des piliers de tout ce que je fais. Comptez-vous présenter des candidats lors de prochaines échéances électorales, que ce soit législatives, municipales, présidentielles, c'est l'année prochaine? C'est un long débat qu'on a entre membres du secrétariat permanent. Le secrétariat permanent est l'organe dirigeant du parti. Je crois qu'il faut d'abord que je rappelle que, de mon point de vue, en tout cas en tant que secrétaire exécutif, l'élection est la fin ou l'aboutissement d'un processus politique. On va à une élection parce qu'on a un programme de société, un projet de société à proposer au suffrage des Camerounais. On y va parce qu'on estime qu'on a suffisamment de membres implantés sur le terrain pour soutenir notre campagne et nous rapporter des voix. Aujourd'hui, le MP3, c'est un parti embryonnaire. On m'appelle à notre naissance, je vais dire, réelle. Et donc, la priorité pour le MP3, c'est de diffuser son projet de société, de convaincre les Camerounais de la pertinence de ses idées, et la participation aux élections viendra par la suite. Donc de ce fait, c'est clair qu'on ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle. Ça ne fait pas du tout partie de nos objectifs à court terme. En résumé, vous voulez prendre votre temps? On veut prendre notre temps. Nous avons pris le temps de créer le parti, nous allons prendre le temps de l'implanter. Maintenant, on fera le point à la fin de l'année avec les militants. Je vous ai dit qu'on est 200, on verra le nombre de militants qu'on aura à la fin de l'année 2024, puisque les élections locales, elles, sont supposées avoir lieu en février, il me semble, 2025. On regardera s'il y a des circonscriptions dans lesquelles on est suffisamment représenté. Nous irons aux élections locales, peut-être, parce que ça permettra déjà d'animer le parti à la base, mais aussi de nous faire une meilleure idée de comment une élection fonctionne, au-delà des textes, de comment un conseil municipal fonctionne. Et de faire un constat de terrain, quoi. Oui. Comme dans le business, je dis, il y a toujours une différence entre le businessman et la réalité. Donc je pense qu'il nous faudra quand même aller sur le terrain. Mais nous ferons une évaluation objective. Pour avoir été dans la campagne présidentielle 2018, je sais que ça coûte, je sais ce que ça coûte. Donc je crois qu'il nous faudra prendre des décisions en fonction de nos bases militantes, mais aussi en fonction de nos moyens. Nous passons à la deuxième partie de cet entretien et on va parler du candidat cette fois-ci. Ce sera avec plaisir. Ceci n'est pas votre première intervention dans une interview, c'est en fait la deuxième. La première étant en 2024 avec Evan Bala. Tout à fait. On peut constater que depuis, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, vous briguez la magistrature suprême sous la bannière du FDC et non du MP3. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Que devient le MP3? Le MP3, toujours là, c'est un parti qui fait partie d'une large coalition de formations politiques, dont le FDC, dont d'autres partis politiques qui ont la capacité d'investir des élus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue de la loi électorale, il y a un certain nombre de conditions à remplir pour un parti politique pour investir un candidat à l'élection présidentielle. Le MP3 ne remplissait pas ces conditions-là. Donc, nous avons travaillé avec d'autres formations politiques. Nous avons obtenu un accord de coalition avec le FDC, le Front des démocrates camerounais. Et donc, j'ai démissionné de ma qualité de secrétaire exécutif du MP3, fonction désormais assumée par M. Bruce Tabet. Et j'ai rejoint le FDC à l'effet de porter l'ensemble des forces de notre coalition à cette élection présidentielle. On constate d'ailleurs que cette transhumance ou ce nomadisme politique est plutôt monnaie courante au Cameroun. Ça fait partie des conditions de la loi. Si la loi camerounaise permettait à tous les partis politiques d'investir en candidat à l'élection présidentielle, je n'aurais jamais eu besoin de démissionner du MP3. Mais comment est-ce que vous analysez ça dans sa globalité? Parce qu'il n'y a pas que votre exemple qui est dans ce cas-là, qui s'inscrit dans cette dynamique. On a le cas du passage de Cabral Liby du parti Univers au PCRN ou encore de Maurice Kamto qui a été récemment investi par le Manidem pour concourir à cette élection. Comment est-ce que vous analysez cela? J'analyse cela comme la nécessité de répondre à une loi qui est inéquitable. Pour moi, il faut simplement faire sauter cette disposition du code électoral et permettre à tous les partis politiques qui ont un projet politique de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Tant que la loi est maintenue dans cet état-là, je ne sais effectivement pour quelles raisons nous serons obligés de faire recours à la transhumance politique. Est-ce que vous ne pensez pas que ça brouille un peu le message politique ou bien que ça désoriente les citoyens? Absolument pas. L'élection présidentielle, comme on le dit, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Ce que les citoyens qui vont aller aux urnes veulent savoir, c'est qui est le candidat et quel est le projet qu'il porte. Du coup, quel programme vous nous avez présenté le 24 juillet dernier? Est-ce celui du FDC, du MP3, le vôtre? Comme je l'ai dit, je porte une coalition. Je porte une coalition. Dans cette coalition, le FDC est l'un des partis qui a des élus. Et celui que nous avons choisi n'est pas le seul. Les autres vont être dévoilés dans les prochains jours. Celui que nous avons choisi pour porter l'investiture. Donc, le programme que je défends est le programme de toute une coalition.
Je rappelle que le manifeste Le continent debout 12 clés pour libérer le Cameroun n'est qu'un manifeste, ce n'est pas le programme définitif. Le programme définitif sera présenté aux Camerounais dans les toutes prochaines semaines. Vous avez dit il un sera plan bien détaillé et chiffré. Exactement. Il sera bel et bien celui qui est porté par une dizaine d'organisations politiques et plusieurs organisations de la société civile. D'accord. Du coup, qui sont les membres de votre équipe de campagne? Je pense que l'équipe de campagne devra être publiée demain matin. Donc vous le saurez, mais je peux déjà l'annoncer très rapidement. Le directeur de campagne, c'est Denis Emilia Tangala, qui est le président du FDC. D'accord. Si vous n'avez cité qu'un seul. Le reste de l'équipe sera connu. Il y a des dernières harmonisations qui se font ce soir. Elle sera dévoilée dans les prochains jours. Mais ce sont des cadres du PTN, du Parti Triangle National, du FDC, le Front des démocrates camerounais, du MDP, et comme je dis, de plusieurs organisations de la société civile qui nous soutiennent. Alors, vous êtes entrepreneur, vous l'avez dit. Donc, j'en déduis que vous êtes une personne habituée à faire des prévisions. Oui. Donc, nous allons nous prêter un petit exercice hypothétique. Nous sommes au soir des résultats. Et vous, Hiram Yodi, êtes proclamé président de la République du Cameroun. C'est pas une prédiction, c'est ce qui va arriver. Yodi, comme le dit votre nom. D'accord. Quelles sont les 3 premières décisions immédiates que vous prenez pour impacter les Camerounais dès le lendemain? En politique, il n'y a pas de décision immédiate qui impacte le destin des Camerounais en une journée. Il faut déjà savoir que je suis élu le 12 octobre. Il faudra attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Ça va prendre 2 semaines. Ensuite, il faudra attendre que je prête serment. Ça va probablement prendre 2 à 3 semaines de plus. Donc, vous voyez qu'on est déjà rendu 1 mois et demi, 2 mois avant l'élection, après l'élection présidentielle, avant que je n'ai avec moi tous les leviers pour agir, pour transformer la vie des Camerounais. Mais à partir de ce jour-là, qu'est-ce que je vais faire? Dans l'immédiat, je vais nommer un Premier ministre. C'est la première des responsabilités que j'aurai, qui va constituer un gouvernement de 20 membres, conformément aux dispositions du programme que nous défendons. Il va convoquer un premier conseil des ministres dans... Pardon, mais pourquoi 20 membres uniquement? Parce que nous pensons que nous avons des urgences et qu'il est nécessaire de réduire la dépense de fonctionnement de l'État du Cameroun pour permettre de réaliser une économie qui va être réorientée vers des dépenses plus urgentes. L'urgence du Cameroun, c'est pas d'avoir 63 membres dans son gouvernement, c'est une particularité africaine qu'on ne voit nulle part ailleurs, avec une population de 30 millions d'habitants, un territoire de 475 442 km², avec 20 à 25 ministres, on est capable de gouverner efficacement notre territoire. Voilà. Donc j'aurais nommé le Premier ministre, il va convoquer son premier conseil des ministres dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ou du Sud-Ouest, et nous allons prendre 2-3 mesures capitales d'urgence. La première, c'est que nous allons déclarer le cessez-le-feu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous allons immédiatement engager un dialogue avec l'ensemble de nos frères et sœurs de ces 2 régions, y compris ceux qui ont choisi la voie de la violence, pour qu'on puisse parvenir sous 100 jours à ce que les sécessionnistes, d'une part, aient déposé les armes et qu'on puisse amorcer le processus de démilitarisation de ces régions. La deuxième des mesures que nous allons prendre, c'est que nous allons réduire les prix des carburants de 20% par rapport à leur prix actuel. Comme on le sait, le Cameroun a connu une première augmentation des prix des carburants en 2023, puis une seconde en 2024. Aujourd'hui, avec la chute des cours du baril qu'on observe sur le marché international depuis le mois de janvier, on pense que le gouvernement a fait suffisamment d'économies pour procéder à cette réduction-là. Revenir au prix qui était pratiqué en 2023, ça va avoir un certain nombre de conséquences économiques. La première, c'est qu'il va y avoir une baisse du coût du transport, le taxi et le transport entre nos différentes villes, et un impact mesuré sur les prix des produits de première nécessité, donc le riz, le sel, la farine, le sucre, et tous les produits qui aident toutes nos familles à tenir les fins du mois. C'est une mesure d'urgence parce que le reste de nos mesures vont prendre 2 à 3 ans avant de connaître des résultats. Il faut donc une mesure d'urgence économique pour faciliter ou améliorer le pouvoir d'achat des Camerounais. Et la troisième mesure, c'est que nous allons créer une task force spéciale de lutte contre la corruption qui va être chargée non seulement du pouvoir d'enquête et de poursuite, mais surtout de la capacité de récupérer les fonds qui auront été détournés par les gestionnaires de notre fortune publique. Voilà les mesures d'urgence que nous allons prendre, comme on l'a dit, pour amener un minimum de paix au Cameroun, pour faciliter les fins de mois de nos familles et surtout pour enclencher un processus de transparence dans la gestion de l'argent des Camerounais. You have earlier mentioned the Anglophone populations of Yes. the country and those regions. Aside from bringing peace back to those regions, what do you have in mind? What do you plan for the Anglophone people who are often felt marginalized? You can't do anything without having peace. So I think that peace is the first step to start bringing any change or any transformation in those regions. The next thing we will be doing won't be only for our brothers and sisters from those 2 regions, will be for all Cameroonians. We will need to bring back industries on those regions. We need to bring back economic life, and we need to
to set up an infrastructure that will help all those who left those regions to come back. So I think that with peace we can do anything, but the further steps will be things that we are going to implement on all our territory. Will we finally have a bilingual administration as a requirement? Yeah, we are going to have a bilingual administration. I think furthermore, we are going to have a common educational system. This is one of the things that we are proposing. Only one a common educational system, perfectly bilingual in French and English, to help us have children, have professionals who can easily speak English and French. What about the law? I think that we need to have, I would say, a mix of the law inherited from France and England, but all the things we are proposing for the 7 years upcoming is to bring and to build an educational, a judiciary and a governance model that represent us as Cameroonians and as Africans. D'accord. Vous êtes élu président, nous sommes toujours dans cet univers. La Constitution telle qu'elle, on la garde ou on la change? Non, c'est l'une des premières choses qu'il faudra transformer. Et c'est pour ça que dès que nous sommes élus en octobre 2025, nous amorçons un processus de consultation qui va durer 1 an au niveau de toutes les couches de la population, particulièrement les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais tous les Camerounais, parce que nous sommes conscients que ce dont nos frères anglophones se plaignent sont en réalité des difficultés que nous rencontrons tous, des frustrations que nous portons tous. Et donc nous allons pendant 1 année consulter le peuple camerounais à toutes les échelles, de la commune à la région, en passant par le département, pour tenir en octobre 2026, 1 année après notre élection, une conférence nationale souveraine qui aura donc pour but d'adopter une nouvelle constitution, une constitution qui se sera assurée de prendre en compte les préoccupations, les propositions et les recommandations de toutes les couches de notre population. Donc la constitution va changer, la forme de l'État va changer, le modèle de gouvernance va changer. Oui, nous sommes en faveur d'un État fédéral. Nous pensons que c'est la forme fédérale qui donne au maximum aux populations le pouvoir de décision à l'échelle locale. Et donc, il faut aller vers cette forme qui, en réalité, est la forme qui correspond à la construction des empires africains d'antan. Donc voilà, c'est ce qui nous permettra de mieux organiser, de mieux structurer nos territoires et surtout de mieux bénéficier, de mieux transformer nos richesses à l'échelle locale. C'est noté. Nous sommes toujours au niveau de la Constitution. La fonction présidentielle, le mandat, il reste tel qu'il est. Mandat limité à 2. J'ai une longue réflexion. À 2 ans? Non, à 2 mandats. À 2 mandats. J'ai une longue réflexion sur la question du nombre d'années. Parce que je vais vous dire, même à l'intérieur de nos coalitions, nous sommes profondément divisés. S'il faut maintenir à 7 ou revenir à 5. Et je pense que c'est l'une des questions qui sera réglée lors de la conférence nationale souveraine d'octobre 2026. Il va falloir avoir une modification du code électoral. Nous défendons l'abaissement de la majorité électorale à 18 ans au lieu de 20 actuellement. La nécessité d'avoir un conseil électoral et un conseil constitutionnel dont les membres n'ont effectivement aucune appartenance politique. Cette conférence sera vraiment l'opportunité pour la première fois dans son histoire que notre peuple aura de choisir de comment ils veulent structurer, organiser et diriger le pays. Vous êtes élu président. Est-ce que vous allez vous soumettre, ainsi que votre famille nucléaire, les membres de votre gouvernement, les magistrats, les députés, les chefs d'entreprise publiques, à l'obligation de déclaration des biens, comme le prévoit la loi de 2006? Bien sûr, et pour ne rien vous cacher, je vais le faire dans les tout prochains jours. Donc, j'ai même pas besoin d'être élu président pour le faire. C'est une obligation que je défends. Je me suis permis, au nom du MP3 à l'époque, le 11 avril 2025, d'écrire au directeur général de l'ECAM et de solliciter que l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle de 2025 et ceux qui vont être candidats aux élections locales de 2026 prennent la peine de déclarer leurs biens et leurs avoirs. C'est pas normal que pratiquement 30 ans après l'érigation de cette constitution qui date de 1996, l'un des articles qui constituait le dispositif de lutte anticorruption ne soit toujours pas appliqué. Donc, c'est quelque chose qui sera désormais une obligation et nous y attacherons toute la rigueur qu'il faut. Est-ce que vous le ferez publiquement en mettant peut-être en place un mécanisme contraignant, indépendant, pour veiller au respect? La loi, techniquement, elle parle d'obligation. Ce qu'il manque, en fait, c'est la mise en place de la commission de déclaration des biens et d'avoirs que le président n'a pas mis en place depuis bientôt 20 ans. Donc voilà, il suffira que cette commission soit mise en œuvre. De toute façon, puisque vous avez l'obligation de déclarer, je crois, 90 jours après votre prise de fonction, si ce n'est pas fait, vous êtes destitué de votre fonction. C'est aussi simple que cela. Vous engagez donc à respecter cette loi? Je m'engage à le faire, c'est ce que tous les pays sérieux font et c'est ce que tous les dirigeants sérieux font. Restons dans cet univers hypothétique. Nous sommes au soir des résultats et un autre que vous est désigné vainqueur.
Est-ce que vous vous engagez ici, devant les Camerounais, à respecter le résultat des urnes, à ne pas le contester? En 2018, j'ai été le coordonnateur du programme politique et l'un des acteurs majeurs d'un candidat qui a été l'un de mes mentors dans le champ politique, qui a respecté les résultats. J'ai quand même été formé à l'école de la démocratie, du respect de la vie des autres. Je suis un chef traditionnel en devenir, fils de porteur de tradition. Je sais ce que c'est que respecter la voix de la majorité, donc je ne vois pas pourquoi je contesterai les résultats. Nous sommes en train de mettre en place tous les dispositifs à notre niveau qui nous permettront d'avoir une réalité des résultats le même soir de l'élection. Ce sera apparent pour tous. Nous avons démarré avec notre plateforme et notre coalition un travail avec plusieurs organisations de la société civile. Nous avons mis en place une application. Nous allons travailler avec des scrutateurs qui vont faire remonter les résultats en temps réel. Et je vous dis qu'autour de 1h du matin maximum, la même nuit du 12 ou du 13 octobre, nous saurons qui aura été élu président de la République. Ce sera transparent pour tout le monde, donc il n'y aura aucune raison de contester ces résultats. Et quelle attitude adoptez-vous par la suite? Est-ce que vous rejoignez le MP3? Est-ce que vous continuez dans vos activités? Est-ce que vous vous engagez dans les municipales et législatives? Qu'est-ce que vous faites? Ça, on le décidera, puisqu'il y a plusieurs chemins. Si je suis élu président de la République, je devrais gouverner le pays. Ce sera ça ma priorité. Donc je n'aurais pu être partisan, puisque je devrais être le président de tous les Camerounais. Si je suis élu dans le cadre d'une coalition, je devrais, une fois de plus, accompagner cette coalition-là à gouverner. Et la personne qui est en charge du MP3 devra préparer les élections locales pour le MP3. Si je ne suis pas élu, et là ce sera une décision collégiale de notre coalition, puisque ce qu'il faut savoir, et qui est très important à dire, la coalition que nous portons est constituée pour l'élection présidentielle et pour les élections locales de 2026. Nous avons déjà réparti le territoire pour savoir quelles sont les forces en présence et quel parti va diriger, quelle coalition fait quelle liste, dans quelle circonscription. La politique est quelque chose de complètement dynamique. Peut-être que ma liste sera portée, si je ne suis pas élu, c'est pas ce que je souhaite. Peut-être qu'elle sera portée par le FDC, peut-être qu'elle sera portée par le PTN, peut-être qu'elle sera portée par le MP3. Nous déciderons de manière froide en fonction des éléments que nous aurons après le 12 octobre. Nous abordons donc la troisième partie de cette interview. C'est un face-à-face imaginaire. Vous avez 30 secondes pour convaincre les sceptiques de voter pour vous en répondant à ces critiques. Alors ça, ce sont des critiques que nous revoyons très souvent sur les réseaux sociaux. Je suis à vous. Et dans la vie réelle. Alors, on ne le connaît pas, il sort d'où? On ne brigue pas la présidence en 2 mois. Qu'est-ce que vous répondez? La présidence est une question de projet, est une question de profil. Si mon projet convainc les Camerounais qu'ils me votent, s'ils ne les convainquent pas, qu'ils votent la personne qui leur conviendra le mieux. J'ai confiance en mon parcours, j'ai confiance en mes compétences. Ce sont des éléments qu'on peut retrouver facilement sur Internet si on fait un minimum d'efforts. Je pense que le Cameroun a besoin de rupture, et qui dit rupture parle d'un nouveau visage. Sinon, ça voudrait dire que les Camerounais sont prêts à la continuité, et à ce moment-là, on n'a plus besoin de se battre pour le changement. Justement, parlons de ça. Hiram n'est pas un vrai opposant, c'est le candidat déguisé du RDPC. Qu'est-ce que vous en dites? Que l'on apporte les preuves, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Hiram n'est pas sérieux, c'est le chouchou des nanas et le candidat des réseaux sociaux. Est-ce que les nanas ne seraient pas des Camerounais comme les autres? Pourquoi est-ce que je devrais me plaindre s'il y a une frange de la population qui me considère comme un potentiel président de la République? Je suis le président de tous ceux qui pensent que mon projet est celui qui doit gouverner l'avenir de notre pays. Si les dames le pensent, j'en suis flatté, mais je sais que mon équipe est constituée de nombreux hommes que je vois sur le terrain, des jeunes et des moins jeunes, des aînés qui m'accompagnent. Et si je ne suis que le candidat des réseaux sociaux, on verra le résultat le 12 octobre. D'accord. Hiram n'a pas l'étoffe pour faire face à un parlement au régime en place ou à une crise. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cette étoffe-là? Je suis un homme de conviction, j'ai passé toute ma vie à gagner des combats qui étaient improbables. On verra le moment venu. Merci. Est-ce qu'il y a des points intéressants que les 12 autres candidats ont présentés que vous, président, appliquerez? Je n'ai pas encore pris connaissance du programme des 12 autres candidats. D'ailleurs, je ne sais pas si les 12 candidats ont présenté des programmes. Il faudra commencer par là. Je pense que globalement, il y a des choses sur lesquelles on se rejoint. Peut-être pas tous, mais une grande majorité. Sur la question de la forme fédérale de l'État, je pense que plus de la majorité des candidats de l'opposition sont en faveur de cette modification-là. Nous avons des différences sur le modèle de fédération. Il y en a qui souhaitent une fédération à 2 États, d'autres à 10, d'autres à 5 comme moi et certains à beaucoup plus que 10. Donc je pense que également sur les mécanismes de contrôle de l'action des élus locaux, on a des petites différences, mais nous sommes presque tous en faveur de la suppression du Sénat, par exemple. Nous sommes pratiquement tous en faveur de la suppression de la fonction de sous-préfet et de gouverneur, qui finissent par annihiler le travail du maire et du président du conseil régional, parce que dans un pays démocratique, vous ne pouvez pas avoir un dirigeant administratif nommé
qui soit au-dessus de quelqu'un qui a été élu par le peuple. Donc, il y a des dispositions sur lesquelles on se rejoint, il y a des dispositions sur lesquelles nous continuons de travailler ensemble. À la fin de la journée, les Camerounais choisiront, comme je dis, l'offre qui leur parle le plus et le candidat qui leur semble incarner la capacité à gouverner le pays. En 43 ans du régime RDPC, est-ce que vous pensez comme certains que tout est à jeter ou alors il y a des choses positives qu'on pourrait retenir? Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, dans la mesure de leurs moyens. Ils n'ont pas été à la hauteur des promesses qu'ils avaient eux-mêmes prononcées à l'endroit du peuple camerounais. Donc je pense que le RDPC fait suffisamment lui-même son autocritique pour que j'ai pas besoin de m'en mêler. Je pense qu'il faut un rafraîchissement, je pense qu'il faut du nouveau, il faut un nouveau en termes de vision, en termes d'idéologie, en termes de modèle de gouvernance, en termes de leadership politique. Il faut du nouveau à notre pays, mais on ne jette pas l'eau du bébé, enfin le bébé avec l'eau du bain. Donc je pense que il faudra, peu importe qui est le président, consulter ceux qui ont été là avant. D'abord parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le pouvoir est quelque chose de complexe. Ce n'est véritablement que lorsqu'on s'assoit sur la chaise du chef qu'on en mesure la pleine complexité. Et donc, il faudra souvent tendre l'oreille pour écouter ceux qui ont été là avant et qui pourront éviter que cette nouvelle génération de leaders ne tombe dans les mêmes pièges qu'eux. Donc, comme ça, rien de particulier ne vous vient à l'esprit de positif en ces 43 ans? Très peu de choses. Je veux dire qu'on est en retard sur tout. On est en retard sur le nombre de kilomètres de rues bitunées qu'on devait construire. On est en retard sur la qualité des écoles. On est en retard sur le nombre d'hôpitaux régionaux qu'on devait construire. On est en retard sur les taux de croissance. En 2009, quand le Cameroun publiait le DSCE, le document stratégique de croissance pour l'emploi, on nous disait que le pays devait gagner 1 point de croissance pour qu'à l'horizon 2015-2016, on atteigne une croissance à 2 chiffres. Nous sommes en 2025, la croissance est de 4%. Donc sur pratiquement tous les éléments, le gouvernement a échoué, il faut le dire. On est divisé aujourd'hui, on se vantait de la paix. Le Cameroun est un arbre de paix, on n'a plus de paix au Cameroun. On est divisé à tous les niveaux. On a une crise économique majeure, on n'arrive pas à employer tous les jeunes qui sortent diplômés de nos écoles et de nos universités. Le Cameroun, c'est pratiquement 75% de chômage et de sous-emploi. C'est un déficit énergétique. C'est difficile pour moi de dire ce qui marche dans notre pays. Oui, on a compris. Vous n'avez pas de point positif à retenir. Il n'y en a pas. Il y a eu à l'époque les victoires des non-indémontables, et même ça, on ne parvient plus à les avoir. Non, rien ne marche. D'accord, c'est un tableau sombre que vous dressez. Un tableau réel. Pour la prochaine étape de notre interview, je vais vous donner quelques mots et quelques expressions. Et vous avez 10 secondes pour nous dire la première chose qui vous vient à l'esprit. Ok. De façon prompte, vraiment sans réfléchir. Ça marche. Eau et électricité. Il n'y en a pas. D'accord. Et les câbles? Pas totalement transparent. Éducation. À rehausser. Féminicide. Ouf, il faut des mesures de rigueur pour combattre. D'accord, on continue. Liberté d'expression. On a fait des efforts. Néocolonialisme. C'est encore trop présent. Encore trop présent, il faut y mettre fin. Culture. Pas suffisamment présent justement dans l'espace public camerounais. Alors que la culture est le socle de tout, c'est le socle de l'identité, c'est le socle de l'économie, c'est le socle des valeurs. Il faut remettre la culture au centre de nos modèles de gouvernance. Diaspora. Pas suffisamment impliqué dans le développement de notre pays. D'accord. Pouvoir d'achat. Très faible par rapport au niveau de coût de la vie. Il faut le rehausser, c'est pour ça que l'une des premières mesures que je prendrai, c'est de diminuer les coûts de carburant, parce que ça aura un impact direct sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Prise en charge sanitaire. La couverture santé universelle prend du temps. J'espère qu'on va être capable de, nous, quand nous allons prendre le pouvoir, de l'accélérer rapidement. Mais là, je prends plus de 10 secondes, mais seulement pour dire que le bien le plus précieux que nous avons dans un pays, c'est la ressource humaine. Et il faut la protéger. Il faut l'éduquer, mais il faut la protéger avant. Et donc, c'est nécessaire qu'on ait un système de santé qui permette de protéger les plus vulnérables. Et le dernier mot, industrialisation. La clé pour bâtir un Cameroun puissant, c'est notre ambition. Moi, je suis un industriel de formation, de métier et de cœur. Et ce sera l'une des premières réformes. C'est ça qui nous permettra de donner de l'emploi à nos diplômés, mais également d'affirmer la puissance de notre pays. Pour cette dernière partie de notre interview, j'attends un peu plus de sincérité de votre part. Il n'y en a pas eu assez jusque-là? Soyez encore plus ouverts. Ça marche. Aidez-moi à compléter la phrase suivante. Je veux être président de la République parce que... Parce que chaque génération bâtit son combat et que je pense que c'est notre moment, c'est le temps de notre génération de reprendre en main son destin et que j'ai accepté d'incarner ce leadership. Merci beaucoup. On passe à la prochaine question. Si vous avez une promesse à faire aux Camerounais aujourd'hui, ce serait laquelle? Ce serait que nous avons tout pour faire de notre pays un paradis et que ça ne dépend pas seulement des acteurs politiques, il faut qu'on le fasse ensemble. Moi, je crois en l'avenir, je crois que les signaux du temps sont là pour nous dire que nous avons une nouvelle ère,
mais c'est chacun d'entre nous. Donc je ne saurais pas faire une promesse. Je voudrais éviter d'être un oiseau de mauvais augure ou un messie. Mais si nous nous mettons ensemble, nous sommes capables de renverser ce régime en octobre 2025. Dans 20 ans, qu'est-ce que vous aimeriez que votre nièce, Claudia Iodi, ou alors vos enfants disent de vous? Que j'ai fait ce qu'il fallait, que j'ai mené mes combats jusqu'au bout, que je suis demeuré intègre et que je suis resté attaché à mes convictions. Je vais vous présenter quelques photos et j'aimerais que vous adressiez un message aux personnes que vous allez voir sur les photos. Ok, ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, I think it can make sense this way. Je vous présente cette personne. Oui. Vous avez besoin que je lui dise un mot? Oui, il faudrait lui dire. Écoutez, merci d'avoir fait de moi l'homme que je suis. Merci papa, merci pour tout. Tu t'es battu, tu as payé le prix de ta vie. Tu sors de 5 années de prison parce que tu t'es battu pour qu'on soit ce que nous sommes. Et j'espère que je serai à la hauteur de tes attentes et que je te rendrai fier. Puis-je poser une question? 5 années de prison pour? Pour rien. Après 5 années de prison, il a été libéré pour faire non établi. Parce que c'est le pays dans lequel nous vivons. Et on emprisonne les personnes pour leurs idées, pour leurs convictions, pour leur morale, pour leur intégrité. c'était dans quel contexte, quelles circonstances? Dans le cadre de l'entreprise pétrolière qu'il dirigeait, pour laquelle il a été accusé de détournement de fonds, alors qu'il n'y avait absolument aucune preuve, et que comme pour d'autres affaires, je pense que c'est l'immixtion du pouvoir politique dans ces affaires-là qui lui a coûté 5 années de prison. Alors, À ceux qui disent d'ailleurs que je suis un produit du régime, j'aimerais savoir comment je serais un produit d'un régime qui met mon père en prison pendant 5 années pour rien. j'ai une autre personne à vous présenter. Ce sera avec plaisir. Je pense que tous les Camerounais aimeraient vraiment discuter avec cette personne-là. Et le président de la République, Oui. papa, tu as fait ce qu'il faut, tu as fait ce que tu as pu dans la limite de tes moyens. Je continue de le dire, j'ai énormément de respect pour toi parce que tu es un patriarche, parce que tu es un porteur de beaucoup de choses. Je pense que le peuple camerounais t'a fait énormément confiance en 82. Je pense qu'il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre et de ne pas emprisonner le destin de notre pays, ne pas être responsable d'une crise qui pourrait détruire notre avenir. J'aurais aimé avoir une photo de votre épouse, mais vous nous avez dit qu'elle est très discrète. Oui. Mais s'il y a Je peux lui quelques dire mots autre à chose. adresser à votre épouse. Comme à mon père, je lui dirais merci pour tout, merci d'avoir cru en moi, merci d'être toujours à mes côtés, surtout dans les moments difficiles. Merci de me porter et j'espère aussi que tu auras la juste récompense de tous les efforts que tu fais pour que j'arrive où je suis. Merci Ami Iodi d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci d'avoir participé à ce numéro de The Interview spéciale présidentielle. C'était un plaisir pour moi, je reste disponible, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que je me recevrai. Ce n'est que la deuxième, on attend une troisième. C'était avec plaisir. Alors, chers téléspectateurs, qu'avez-vous entendu? Un discours de plus ou la voix d'un possible président? Dans les urnes, il n'y a pas de like, pas de commentaires, pas de partage, juste votre choix et votre conscience. Ce interview vous a offert un moment de vérité. Irami Iodi est venu nous parler et se soumettre à votre jugement. En vous de le croire, d'en douter, mais ce qui est sûr, le choix revient toujours au peuple. Merci d'avoir regardé ce interview, votre émission sur Season Media et sur Canal 2 International. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et surtout vous abonner à Season Media pour plus de contenu.